circonscription. Système dirigeant pour la 7e, Alcitar pour la 8e. Système suivant pour la 9e circonscription des Yvelines. Pour la 10e, Alexandre Arnaud. Salut Clément, c'est tout terminé pour la 10e. Alexandre Arnaud pour la 11e. Et Salut Clément pour la 12e. Vous êtes déjà si connus, je ne vais pas être long, sauf pour rappeler à tous nos invités que vous êtes aujourd'hui vice-présidente du bureau exécutif de Reconquête. Vous avez été députée du Vaucluse en 2012 et conseillère générale PACA en 2015, et puis vous avez suspendu une carrière politique qui était très prometteuse pour créer à Lyon l'ICEP, l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques, qui connaît un développement absolument remarquable. Pour former les élites de demain qui aiment profondément notre pays et sont prêts à le servir. Voilà. Et vous voilà maintenant candidate dans la 2e circonscription du Vaucluse comme suppléante de Stanislas Rigaud. Merci. Merci pour votre accueil, merci Laurence, merci Céline, merci pour la chaise. C'est vrai que j'avais une certaine fierté à me dire que j'allais mener le combat démographique et politique en même temps, mais je crois que je suis une très petite joueuse à côté de vos deux candidates à côté sur le plan démographique, donc je ne vais pas trop la ramener de ce côté. Merci à tous les candidats des Yvelines présents ici ce soir, merci beaucoup à eux parce que vous êtes les acteurs d'une étape absolument essentielle pour notre jeune mouvement. Je suis sûre qu'ici, dans cette salle, vous en avez conscience, mais nous sommes à, j'ai envie de dire, l'année 0 de la reconquête de la droite, et plus largement de la France, car évidemment, la droite n'est jamais qu'un moyen, n'est jamais qu'un outil, et la France n'est autre chose que notre objectif, et ce qui nous anime. Et il est vrai que, bien derrière les sarcasmes parfois un peu rapides de certains médias sur le score des élections présidentielles, il faut avoir la lucidité de regarder en face ce que nous sommes collectivement parvenus à faire en quelques mois seulement et qui n'a jamais été vu par le passé dans l'histoire politique française récente ou plus ancienne. Car en effet, jamais en 5 mois à peine, un parti politique n'a réussi à réunir 125 000 adhérents, devenant ainsi le premier parti politique de France. Non plus un parti politique en 5 mois seulement a réussi à constituer le premier mouvement jeune de France derrière en effet notre brillant Stanislas Rigaud qui sera candidat dans le Vaucluse, ni même réunir sous la bannière d'un homme qui, il y a moins d'un an de cela, était un journaliste, un polémiste, un écrivain, et loin d'être un politique, eh bien, est parvenu à réunir la confiance de plus de 2 500 000 Français, ce qui est une fois de plus absolument inédit, et merci pour lui. Et enfin, nos 551 candidats, puisque de ce point de vue-là, nous sommes aussi l'un des partis les plus performants, les plus présents sur le territoire, et nous avons dû en cela sélectionner entre près de 1200 candidatures, hein, donc un engouement absolument phénoménal. C'est donc les meilleurs d'entre nous que vous avez devant vous ce soir pour cette élection législative. Et donc je vous demande de regarder avec attention tous ces atouts qui sont les nôtres. Vous savez, la politique, c'est l'école de l'humilité et de la patience. Je crois qu'il faut avoir cela en tête. Il faut connaître aussi son histoire pour savoir toutes les difficultés qu'il y a à conquérir les cœurs, à réarmer les esprits, à convaincre les intelligences. Souvenons-nous qu'il a fallu à Jacques Chirac près de 3 candidatures à la présidentielle avant d'arriver à ses fins. Il en fut de même pour François Mitterrand. Souvenons-nous de la traversée du désert qui dura plus d'une décennie pour le général de Gaulle entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le fait qu'il arrive aux affaires. Alors je ne vous dis pas qu'il faudra 3 élections présidentielles pour arriver à la reconquête. J'espère bien que nous y parviendrons beaucoup plus rapidement, mais je veux en cela marquer le fait que nous avons des étapes indispensables à réaliser et que les élections législatives sont l'une des premières d'entre elles, qui va marquer évidemment notre implantation locale et qui va contribuer à répondre à l'une des missions qui est les nôtres. Car la volonté d'Éric Zemmour, c'est que Reconquête ne soit pas seulement une
un outil électoral, comment dire, une maison commune pour des élus aux origines politiques variées à droite, mais aussi eh bien, l'incubateur de toute une nouvelle génération politique de jeunes cadres qui viendront y émerger, s'y former et demain constituer la nouvelle génération qui, je l'espère, dirigera la France. Que nous soyons également de ce combat culturel, de la pensée, des idées, des propositions, une boussole idéologique, celle qui manque tant à la droite depuis des années, et j'y reviendrai. Bref, que nous ne soyons pas seulement des bêtes médiatiques qui récitions des éléments de langage, mais un outil d'influence et un outil de, j'ai envie de dire, de réarmement moral face à la résignation, face au découragement qui peut frapper certains d'entre nous, face à cette tentation du fatalisme, disons-le, qui eh bien, nous a tous un peu effleurés au soir de ce premier tour, où on avait le sentiment qu'il y avait là une mécanique implacable qui s'était mise en œuvre, que finalement le second tour était toujours joué d'avance, qu'il y avait une forme d'irrémédiabilité à ce que chaque fois eh bien, les candidats du camp national soient condamnés à la défaite. Eh bien la promesse que nous venons de vous faire ici ce soir avec tous les candidats des Yvelines, c'est que nous allons conjurer cette défaite du camp national dès ces élections législatives et bien sûr dans les années à venir avec Reconquête et avec Éric Zemmour. Et je crois que avant de pouvoir mettre en forme et faire vivre toutes ces missions qui seront les nôtres, il y a un préalable, une condition que tu as abordée à très juste titre, Céline, qui est celle du courage, qui apparaît être une espèce de slogan comme cela, mais qui, croyez-moi, quand on fait de la politique, est peut-être la condition première par les temps qui courent pour réussir. Et peut-être d'abord ce courage de bien nommer les choses, comme tu l'as dit, de poser les mots justes sur des réalités vérifiées. Et donc pour cela, et ça va être probablement l'une de nos grandes singularités dans l'offre politique à droite aujourd'hui, et en cela être capable de s'extraire de ce magistère moral de la gauche qui donne le là du débat, qui nous impose des mots, une sémantique, cette sémantique devenant elle-même une prison de la pensée, qui va expliquer qui dérape ou qui ne dérape pas, mais en traçant elle-même les lignes rouges qui signent le début et la fin du dérapage. Et donc en cela, être capable en effet de résister aussi intellectuellement à simplement, même comme je le disais, tous ces mots qui nous contraignent. Puisque aujourd'hui, on va, vous l'avez bien connu pour ceux qui ont été des manifs pour tous, on disait donc le mariage pour tous plutôt que le mariage homosexuel. On disait plutôt les sans-papiers. Aujourd'hui, on dit les migrants à la place des clandestins, afin de créer une espèce de confusion intellectuelle entre toutes les formes d'immigration. On va parler d'islamophobie pour condamner intellectuellement, moralement, politiquement toute forme de critique même de l'islam. Et donc faire une confusion entre ce qui relève d'une critique tout à fait légitime et autorisée dans notre droit de tel ou tel précepte religieux pour transformer finalement un retour, pour permettre un retour du délit de blasphème qui pourtant est normalement évidemment inexistant dans notre droit. Nous pourrions aussi parler de ce nouveau débat que nous allons à mon avis subir à outrance dans les semaines, les mois et les années à venir, qui va être celui de Première ministre ou Premier ministre. Débat absolument fondamental, hein, vous vous en doutez, pour l'avenir de la France, puisque dorénavant, semble-t-il, ce qui prime dans l'analyse politique et médiatique du Premier ministre, ce n'est pas tant son parcours, ses idées, sa vision finalement de la France, mais de savoir qu'elle est une femme, et nous en sommes ravis, et c'est là le fait politique majeur. Et que dorénavant, je vous l'annonce, eh bien, chaque fois qu'une critique sera formulée, on se posera la question de savoir si cette critique eût été formulée dans les mêmes termes, s'il s'était agi d'un homme, et que, bien évidemment, on vous dira le contraire. Donc nous avons un devoir politique d'être courageux dans les mots, dans le fait de dire la réalité, mais aussi dans le fait, et c'est peut-être encore moins évident, de résister à cette espèce de susceptibilité, d'émotivité ambiante
d'hystérie, même parfois émotionnelle, qui caractérise notre société médiatique et qui appelle parfois des réactions trop rapides, caricaturales, ou parfois l'assouplissement d'un certain nombre de positions au prétexte eh bien, de ne pas être les victimes d'un espèce de rouleau compresseur émotionnel qui s'écraserait sur nous. Et je crois que nous en avons eu un exemple particulièrement édifiant pendant l'élection présidentielle. Je veux bien sûr parler de la guerre en Ukraine, qui encore aujourd'hui eh bien, donne le là de l'actualité médiatique, qui aura peut-être rappelé à certains égards, pour certains, l'état émotionnel, ou en tout cas, pour ne pas dire la propagande que nous aurions pu connaître à l'époque de l'Irak, ou peut-être même de la Serbie, où finalement il était interdit de nuancer, expliquer, justifier, donner un raisonnement sur le temps long, comme a tenté de le faire Éric Zemmour, et qui a eh bien, abouti à ce que nous tombions dans la diabolisation la plus primaire et la plus caricaturale qui soit. Eh bien, j'aime bien, moi, quand je suis face à cette situation, me rappeler de cette phrase de Gustave Thibon que je trouve extraordinaire, qui disait « Être dans le vent, c'est l'ambition d'une feuille morte ». Eh bien, je crois que nous ne devons pas être des feuilles mortes en l'état. Et pour revenir sur le sujet ukrainien, je vous renvoie à une excellente tribune d'un certain Henri Guénaud, qui a écrit récemment « Nous marchons vers la guerre comme des somnambules ». Et il disait en cela voir un parallèle tout à fait inquiétant entre la mécanique d'escalade qui avait été à l'œuvre au moment de la Première Guerre mondiale et ce que nous sommes aujourd'hui en train de vivre à travers ce conflit russo-ukrainien. Une fois de plus, je prends les précautions d'usage, mais elles m'apparaissent évidentes. Je ne cherche pas là à justifier ce qui peut se passer en Ukraine, bien évidemment, de la part de la Russie. Je cherche là à alerter sur le fait qu'au prétexte de vouloir se faire bien voir au Festival de Cannes pour faire plaisir à M. Zelensky, eh bien, nous pourrions embrayer, alimenter une mécanique implacable qui, à l'égard, malgré tout, d'une puissance nucléaire, pourrait aboutir à des conséquences absolument dramatiques. Et je ne parle pas seulement de conséquences, bien sûr, énergétiques ou économiques pour nos populations. Imaginez bien qu'en 2014, aucun dirigeant n'imaginait mettre le doigt dans un engrenage qui aboutirait à ce qu'il y ait près de 20 millions de morts. Et pourtant, nous en sommes arrivés là. Pourquoi? Et c'est ce qu'explique très bien Henri Guénaud d'ailleurs dans cette tribune. Il dit déjà parce que les différents adversaires ont préjugé de la pensée de l'autre. Et qu'en l'état, eh bien, l'Occident s'est absolument convaincu que si la Russie gagnait en Ukraine, eh bien, il n'y aurait plus aucune limite à l'hégémonie russe, à l'appétit russe et à la volonté de conquête russe sur toutes ces anciennes terres d'influence de l'ex-URSS. Et à l'inverse, eh bien, la Russie elle-même s'est convaincue que si elle cédait face à ce qu'elle perçoit comme le bloc occidental, eh bien, cette hégémonie politique, militaire, culturelle, elle-même ne prendrait plus fin et qu'elle subirait le pire de son angoisse existentielle, qui est cette mécanique d'encerclement. Et chacun eh bien, a trouvé des arguments assez présupposés. On se souvient du coup d'État à Maïdan, qui avait fait tomber ce gouvernement pro-russe. On se souvient ensuite de l'invasion en Crimée. On se souvient du partenariat en novembre 2021 entre l'Ukraine et les États-Unis. On se souvient de l'extension à l'OTAN. Et on voit plus récemment la demande d'intégration de la Finlande et de la Suède. Et ainsi, insidieusement, on avance vers une escalade où tous ceux qui en appellent encore à une solution diplomatique sont traités de munichois, de lâches, de soumis et de russophiles patentés et dissimulés. Eh bien, je crois que, comme le rappelle une fois de plus Henri Guénaud, il y a une leçon à tirer. Si au moment de la guerre froide, il n'y a pas eu véritablement de transformation en guerre absolue et totale, c'est précisément parce que chacun des adversaires n'a pas cherché à acculer l'autre. Que chacun s'est attaché à continuer, pourtant Dieu sait qu'ils étaient des ennemis farouches, à discuter,
à se mettre autour de la table et à essayer de trouver des portes de sortie qui permettent, même si elles ne sont jamais parfaites, jamais idéales, jamais totalement satisfaisantes, qui permettent eh bien, à ce que chacun puisse finalement faire un pas vers l'autre sans avoir le sentiment de se renier totalement. Et sans oublier que si nous ne parvenons pas à cette solution diplomatique, il est à craindre que la moitié du monde, car c'est aujourd'hui le cas, qui aujourd'hui a refusé de condamner les actes de la Russie en Ukraine, je pense notamment à des pays comme l'Inde, des pays comme le Brésil, une partie non négligeable des pays africains, que tous ces pays-là voient également la potentielle hégémonie occidentale comme pouvant se réactiver à l'égard de leurs intérêts ou à l'égard de leur territoire, et que donc évidemment nous assistions à un surenchérissement de la violence. Et il est regrettable dans ces conditions qu'après avoir tenté de maintenir une voie relativement indépendante, eh bien, la France y ait manifestement renoncé totalement en tentant de rentrer dans cette espèce de course aux sanctions, faisant fi des conséquences économiques et énergétiques, une fois de plus, qu'elles pourraient entraîner, et puis allant jusqu'à aujourd'hui soutenir le fait que la Finlande et la Suède puissent à terme rentrer dans l'OTAN et frôler la limite dangereuse d'être aujourd'hui potentiellement un co-belligérant dans une guerre qui, aussi critiquable, déplorable, condamnable qu'elle soit, n'est pas non plus la guerre de la France. En dépit du fait que notre président aujourd'hui fasse des photos avec des cernes noires sous les yeux, des pulls à capuche et des barbes de 3 jours, comme si Paris était bombardé, comme le serait aujourd'hui la capitale de Kiev. Je me suis permis ce petit retour qui est néanmoins toujours d'actualité, car je crois en effet essentiel de ne pas laisser dire que nous aurions eu tort de tenter, face à l'émotion générale, une fois de plus, d'apporter un regard et une réaction différente, une analyse différente, dont je suis convaincu qu'elle est juste et dont le mérite nous sera accordé. Alors peut-être pas tout de suite, mais vous savez, c'est souvent comme ça, dans ce qu'on appelle le camp national, on a souvent raison avant les autres, et malheureusement c'est un grand tort que d'avoir raison trop tôt parfois, mais grâce nous en sera rendue, comme sur les autres sujets, notamment sur les sujets migratoires, et grâce nous sera rendue aussi de faire cette analyse prémonitoire dont Eric a dessiné les contours il y a quelques jours de cela, en expliquant ce qui a semblé surprendre tout le monde, puisque les journalistes ont eu beaucoup de mal à expliquer le contenu de cette déclaration, que finalement Emmanuel Macron ne faisait que préparer la France de Jean-Luc Mélenchon. Qu'entre les deux, il n'y avait pas de différence fondamentale d'idéologie, mais une différence de chronologie. Que l'un laissait la situation se dégrader peut-être par facilité, par laxisme, par laisser faire, tandis que l'autre était davantage dans une démarche active, révolutionnaire, radicale. Mais que le résultat, à l'issue, serait exactement le même. Et on s'en étonne, puisque pendant des années, on s'est demandé si Emmanuel Macron était de droite, était de gauche, était du centre. Je crois que la conclusion aujourd'hui, c'est qu'on était surtout face à un espèce de centre vide, plus que de centre droit ou de centre gauche, quelque chose qui évoluait au fil, finalement, des besoins et des tactiques politiques. Mais surtout, je réfute totalement l'idée qu'Emmanuel Macron ait pu un jour être un homme de droite, sauf à considérer que la droite se résume à un espèce, je sais pas, d'économisme technocratique qui permettrait de considérer qu'à partir du moment où on fait telle ou telle réforme économique, on pourrait être qualifié de droite, faisant fi de tous les autres éléments. Et je parle notamment des éléments, bien sûr, identitaires, sociaux, culturels, historiques, j'en passe et des meilleurs. Et vous le voyez à travers ce gouvernement, ce nouveau gouvernement qui voit reconduire des hommes soi-disant de droite. Je pense donc à un Bruno Le Maire qui va devoir passer les 5 ans à venir à réparer la dette considérable qu'il a lui-même contribué à mettre en place, et qui aura battu le triste record du déficit commercial le plus important de l'histoire récente de la France.
Nous voyons confirmer Gérald Darmanin, soi-disant ministre de droite, dont le bilan n'aura été d'autre que le record absolu d'immigration sur notre territoire sur ces 5 dernières années, puisque c'est plus de 2 millions de titres de séjour légaux qui auront été accordés, 30 000 naturalisations par an, une augmentation de près de 40% du budget immigration, moins de 10% des obligations de quitter le territoire français qui auront véritablement été appliquées, un record absolu de demandeurs d'asile sur le territoire, dont on sait qu'ils sont en réalité, pour l'immense majorité d'entre eux, de faux demandeurs d'asile, déboutés mais jamais expulsés. Bref, je pourrais vous faire la litanie de ce magnifique bilan de soi-disant droite qui est celui de Gérald Darmanin. C'est bien, oui, il est nul. Voilà, c'est tout à fait résumé. J'aurais dû commencer par ça. Je n'y reviens pas. Éric Dupond-Moretti, vous en avez parlé. Et le petit nouveau quand même, qui aura été la surprise du chef, Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale, qui se révèle donc être un universitaire racialiste, wokiste, spécialiste des minorités, ancien membre du conseil scientifique du CRAN, c'est-à-dire le conseil représentatif des associations noires, qui d'ailleurs sélectionne leurs adhérents sur le critère de la couleur de peau, qui nous expliquait qu'Adama Traoré avait un discours rassembleur, qui expliquait la France était victime de violences policières, faisant en cela un parallèle avec l'affaire Black Lives Matter américaine, que le racisme anti-blanc n'existe pas, enfin bref, une succession de perles absolument extraordinaires, et le tout nappé d'une inexpérience notoire dans ce qui est censé être le cœur de son ministère, à savoir eh bien, tout simplement le primaire, le collège, le secondaire, puisque cet homme n'a aucune espèce d'expérience dans ces secteurs-là. Donc ça, c'était le petit nouveau, et puis quelques petites perles cachées dont on a un petit peu moins parlé. Et je pense notamment à la secrétaire d'État chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux, Madame Zakharopoulou, qui a voté contre l'ouverture au Parlement européen d'un débat sur la persécution des chrétiens dans le monde, et notamment sur l'affaire de la jeune Nigérienne chrétienne qui a été lapidée et brûlée par des étudiants musulmans pour avoir soi-disant commis un message blasphématoire sur WhatsApp. Voilà donc le visage du gouvernement français pour les peut-être 5 années à venir. Autant dire que si Jean-Luc Mélenchon, chose peu probable, mais admettons, devienne Premier ministre, finalement je pense que la sauce prendra parfaitement et que tout cela s'accordera très bien, puisque dans les deux cas, nous avons manifestement des gouvernants qui voient la France comme une forme de no man's land, de hall de gare pour migrants et de laboratoire pour hommes enceints. Une espèce de vieille dame. La France étant une espèce de vieille dame à déconstruire ou à réformer selon l'envie, mais dans tous les cas, bien sûr, une France dont il refuse d'assumer la dimension civilisationnelle. Et c'est là le cœur du clivage. C'est en cela que Éric Zemmour a posé le débat, le combat juste durant cette élection, en expliquant que, oui, Reconquête et tous ces candidats étaient finalement la véritable alternative au grand clivage idéologique politique qui va fondamentalement définir la vie politique française dans les années à venir. Et je parle bien sûr de la question civilisationnelle, dont nous avons été rattrapés à travers l'affaire du Burkini, qui aujourd'hui fait parler et jaser à Grenoble après Rennes, dont on tente de nous expliquer qu'il s'agirait presque là avant tout d'un sujet juridique, finalement une question de droit, parfois une question de laïcité, alors même qu'il s'agit avant tout, disons-le, d'une question d'identité.
et qu'avant de savoir quelle doit être la place de la religion dans tel et tel espace public, il s'agit avant tout de savoir si nous acceptons que demain, des mœurs qui n'ont rien de français puissent librement se pratiquer, se développer sur le territoire français. Et qu'au-delà de cette question d'un vêtement qu'on nous présente comme un vêtement comme les autres, ce qui ne manque pas d'ironie tout de même, lorsque l'on sait qu'il y a encore des millions de femmes dans le monde qui vivent oppressées, condamnées, harcelées, parfois même tuées, pour tenter de résister à cette oppression du voile, qu'il soit intégral ou non, et dont on voit encore les effets récemment, comme vous l'avez vu en Afghanistan. Il ne manque pas de sel tout de même qu'en France, on débatte de savoir si l'on doit accepter ce voile partout, y compris dans les infrastructures municipales, tandis que dans d'autres pays, des femmes tentent courageusement de s'en défaire et de manifester pour avoir la liberté de ne pas le porter. Mais enfin, ça, c'est toute l'ironie du débat, mais surtout, c'est la révélation aussi, à travers ce vêtement religieux, et en l'occurrence ce burkini, qui n'est autre qu'une espèce de voile intégral de bain, de l'idée qu'on se fait de la mixité sociale entre hommes et femmes et du rapport au corps de la femme. Je vous dis mixité hommes et femmes, car il est bien évident que si ces femmes salafistes demandent à pouvoir se baigner avec le burkini au sein de la piscine municipale, il est logique qu'elles ne tolèrent pas de pouvoir le faire au milieu d'autres hommes. Et donc la question du burkini ne peut être décorrélée de la question des horaires séparés pour les hommes et pour les femmes. Et de la même manière qu'elle ne peut être décorrélée de l'idée qu'on se fait du rapport au corps de la femme, une fois de plus, puisque c'est là aussi la grande différence, j'ai envie de dire, oui, une fois de plus civilisationnelle, entre la culture islamique et la culture française. Dans la culture islamique où la femme, vecteur de péché, de tentation, est dissimulée, est contrainte, est séparée, et marginalisée de l'espace public, tandis que dans nos cultures européennes, évidemment chrétiennes, ce sont les jeunes hommes qu'on éduque, ce sont les hommes qui s'empêchent, c'est le fort qui se contraint, plutôt que la contrainte, en l'occurrence, du sexe dit faible. Et donc c'est une approche radicalement différente dans la maîtrise, disons-le, des pulsions sexuelles, et à travers cela, évidemment, des rapports hommes-femmes. Et c'est parce que nous avons aujourd'hui cette culture-là que nous pouvons vivre dignement et en respect à travers la mixité des hommes et des femmes qui nous paraît aujourd'hui si naturelle, mais dont on voit bien dans les années à venir que malheureusement elle risque de ne plus l'être. Et je m'arrête sur ce sujet car je crois que si certains y voient peut-être quelque chose de relativement anecdotique qui pourrait être cantonné à la question grenobloise, c'est vrai, de mère qui nous a habitués à quelques délires, parmi lesquels, vous savez, le sapin de Noël mort exposé au moment des fêtes de la Nativité, il y a là une question fondamentale, qui est la question de l'unité du peuple français. Il est la question en fait de la matrice culturelle commune, qui est la condition de l'existence d'un peuple. Parce que soit vous avez une France culturellement française, soit vous avez une France qui devient une France à guichet, où chacun finalement peut faire valoir comment dire, ses désirs les plus immédiats ou l'importation de ses mœurs étrangères, et dans ce cas-là vous avez deux modèles de société radicalement différents qui vont se dessiner. Et la perversité est d'autant plus grande que les courants, mouvances, associations radicales, fondamentalistes qui sont derrière ce militantisme du burkini utilisent ce que j'appelle une technique de judo politique. C'est-à-dire qu'ils utilisent la force de l'adversaire pour la retourner contre lui. C'est-à-dire que concrètement, ils vont utiliser des valeurs, comme on dit maintenant, proprement occidentales ou perçues comme telles. Je pense à la liberté individuelle ou je pense aux droits de l'homme, pour retourner la rhétorique contre les sociétés européennes. Et donc ce qui est extrêmement pervers et qui nous désarmerait presque intellectuellement face aux arguments, c'est d'expliquer que c'est au nom du droit des femmes, c'est au nom du droit
à la liberté individuelle de chacun, et c'est au nom des droits de l'homme et de la tolérance, eh bien on souhaite pouvoir permettre à ces femmes de pouvoir librement pratiquer telle ou telle pratique, justement, ou de pouvoir porter le voile dans tel ou tel espace public. Et donc nous avons une grande difficulté à appréhender cela. Mais en même temps, ayez conscience de l'enjeu. Je l'ai dit lorsque je suis arrivée pour soutenir Éric Zemmour à Toulon, une chose qui me tient fondamentalement à cœur, c'est que, et c'est pour cela que le combat civilisationnel est prioritaire sur tous les autres, c'est qu'il ne peut pas y avoir de prospérité sans unité identitaire. Il ne peut pas y avoir de solidarité sans unité identitaire. Il ne peut pas y avoir de fraternité. Parce que la fraternité, c'est un sentiment, contrairement aux deux autres items de notre devise nationale. Liberté, égalité, la fraternité, ça ne s'impose pas, ça ne se décrète pas par le politique, ça se ressent. Ça se ressent spontanément parce que j'ai le sentiment de partager avec l'autre des choses en commun. Parce que je reconnais une part de moi-même dans l'autre. Parce que je suis l'héritier, malgré moi, d'un inconscient collectif, de croyances, d'une sensibilité, d'un rapport au monde, de principes fondamentaux partagés qui me semblent évidents. Parce qu'au fil des siècles, j'ai partagé avec les ancêtres de cette personne une histoire commune, des épreuves communes, des solidarités qui se sont façonnées au fil du temps et qui sont devenues totalement imperceptibles. Et tout cela, le politique ne le maîtrise pas. Il en hérite, tout au plus peut-il le préserver, peut-il le protéger, peut-il l'alimenter et donc le transmettre, mais il ne se décrète pas. Et le jour où nous avons détruit cela, parce que nous aurons permis à la France multiculturelle de s'imposer sur le fond de repentance, sur fond de complexe, sur fond de renoncement, sur fond de clientélisme électoral, eh bien il en sera fini tout simplement de notre existence en tant que peuple. Et donc il n'y aura plus de solidarité possible, et donc il n'y aura plus de prospérité possible. Et c'est pour cela que le combat civilisationnel est prioritaire. Alors pour défendre cela, quelle est l'alternative politique face à Macron? La réponse est un suspense insoutenable, évidemment. Vous vous doutez bien, je ne vais pas vous dire les Républicains, pour une raison évidente. Je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a parmi tous les candidats élus certains qui pourraient évidemment faire partie de l'équipe nationale, mais ils sont à compter sur les doigts d'une main, il faut bien l'admettre. Et surtout que ces LR sont un champ de ruines idéologique depuis bien longtemps, qu'ils continuent encore aujourd'hui d'être enfermés, puisque c'est la grande phrase de Laurent Jacob dans leur éternelle union de la droite et du centre, autour des valeurs de la droite et du centre, dont on ne sait jamais d'ailleurs clairement ce qu'elles recouvrent, car elles ne sont jamais véritablement définies. Et nous assistons quand même avec un certain intérêt, et peut-être une certaine joie aussi, à la mort définitive du chiracisme et avec du sarkozysme, mais qui est... qui ne sont pas d'ailleurs véritablement des morts idéologiques, car je ne crois pas que le sarkozysme ou le chiracisme resteront dans les annales de la grande pensée politique, pour une raison simple, c'est que je crois que c'était d'abord, avant tout, des doctrines de conquête et de maintien au pouvoir. Il y avait un certain savoir-faire, mais néanmoins, je dois concéder une chose à Nicolas Sarkozy, qui a raison dans son injonction aux Républicains de rejoindre la Macronie. Et non pas que je partage évidemment ce choix sur le fond, mais finalement, il est cohérent avec lui-même. Il finit par se dire, il y avait deux stratégies possibles politiquement, deux choix pour la droite. Soit l'union des droites, avec Reconquête, le Rassemblement national, pour tenter de recréer un écosystème avec une vraie singularité idéologique qui s'affine comme un nouveau pôle d'offres politiques, soit finalement la perpétuation de cette alliance avec le centre qui n'a d'avenir aujourd'hui qu'au sein de l'écosystème macroniste,
puisque dorénavant, les LR sont réduits à la portion congrue et qu'il n'y a plus d'espace. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que ce seront eux ou nous. Et que manifestement, Nicolas Sarkozy nous concède que, en ce qui concerne la vraie droite, ce sera plutôt Reconquête que les Républicains. Et donc, autant qu'ils aillent tous rejoindre la Macronie et qu'au moins les choses soient claires. Et donc, il n'y aura pas d'alternative chez les LR. Et je le dis à ceux, parce que j'ai quelques sympathies pour certains personnages que je ne citerai pas aujourd'hui chez les LR, qui se font malheureusement un peu l'illusion de croire qu'en restant statiques et en attendant le congrès d'automne, ils permettront une nouvelle renaissance des LR, une autre. Mais je crois qu'ils se trompent et que s'ils vont cohérents, eh bien, ils comprendront que la seule offre politique à droite qui aujourd'hui pourra leur permettre de défendre ce en quoi ils croient vraiment, c'est précisément Reconquête. Et donc ne nous perdons pas dans cet énième vote auprès des Républicains qui ne ferait que maintenir artificiellement en vie un parti politique qui est aujourd'hui avant tout, disons-le, un syndicat de défense des intérêts des élus locaux. Mais absolument pas une quelconque boussole idéologique et encore moins une alternative crédible pour la France dans les 5 années à venir. Alors en face, nous avons le Rassemblement national. C'est un sujet plus délicat en ce qui me concerne, car j'ai évidemment moi-même milité, été élu au sein de ce mouvement. J'en suis parti il y a plusieurs années de cela, démissionnant même de mon mandat de conseiller régional et quittant toutes mes fonctions au sein du bureau politique pour un certain nombre de désaccords, des accords politiques, idéologiques, stratégiques, je ne vais pas m'y attarder. Et précisément, j'ai rejoint Éric Zemmour car je retrouvais à travers sa ligne une grande partie de ce pourquoi je me battais même à l'intérieur du Rassemblement national fut un temps, manifestement avec un succès relatif à l'époque. Mais je dois quand même m'attarder et être un peu interpellé par la raison qui a été avancée par, en l'occurrence, Marine Le Pen pour justifier le refus de la main tendue d'Éric Zemmour de constituer ce fameux bloc d'union nationale qui aurait permis de conjurer le scénario terrible qui s'avance des pleins pouvoirs législatifs à Emmanuel Macron, voire d'un premier groupe d'opposition mélenchoniste. Eh bien, l'argument qui a été avancé, c'était de dire « Oui, mais si jamais j'accepte cette alliance, je trahirai mes électeurs, bon, dont on sait pourtant que l'immense majorité eux-mêmes sont pour cette alliance, mais passons. Car vous comprenez, je ferai élire des députés Reconquête qui voteraient la réforme des retraites. » Donc, à travers cette déclaration qui apparaît anodine, on comprend donc qu'aujourd'hui, l'alpha et l'oméga du combat national pour le Rassemblement national, c'est la réforme des retraites. Je dois dire que c'est quand même, c'est très révélateur, si vous voulez, du glissement idéologique auquel on assiste. Je ne dis pas que la réforme des retraites n'est pas un sujet important, loin s'en faut, évidemment, on y a pris position pour différentes raisons, et en effet un désaccord programmatique avec le Rassemblement national sur le sujet, mais est-ce vraiment là le point de clivage fondamental qui peut justifier que demain il n'y ait pas d'alliance qui permette de renverser la table aux élections législatives? Bon, je dois dire que c'est un peu surprenant, mais c'est dans la continuité aujourd'hui de la tendance à laquelle nous assistons, qui voit eh bien, le Rassemblement national souhaiter manifestement davantage convaincre les électeurs de Jean-Luc Mélenchon dans ce qui m'apparaît, moi, une impasse électorale, plutôt que d'aller parler à ces dizaines de millions de Français de droite, très souvent orphelins, et qui devraient pouvoir être convaincus assez naturellement sur les fondamentaux que nous défendons. Et je vois là la vraie différence qui nous singularise. Oui, nous avons appelé à l'union, et je pense qu'une fois plus, grâce nous en sera rendue auprès des électeurs, que nous n'abandonnerons pas cet ADN qui nous caractérise et qui caractérise notre méthode politique, que nous n'avons pas attendu que d'autres nous accordent cet accord pour prendre l'initiative de ne pas mettre de candidat face à Marine Le Pen, de ne pas mettre de candidat face à Nicolas Dupont-Aignan, ni face à Éric Ciotti, pour être cohérent avec nous-mêmes. Et ce qui doit être dit, je pense, aux électeurs
d'où qu'ils viennent ou d'où qu'ils soient en France, et c'est probablement le message qui sera aussi passé par vos candidats dans les Yvelines, c'est d'aller dire aux électeurs et aux Français, eh bien, puisque nous n'avons pas réussi à faire cette alliance à travers les élus, à travers les responsables politiques, puisque nous n'avons pas réussi à appeler à la raison les différents partis politiques, eh bien, il faut que ce soit les électeurs qui fassent cette alliance dans les urnes. Ce sont les électeurs qui doivent manifester leur volonté de changer les vieilles habitudes politiques en votant pour Reconquête et en faisant le choix d'un candidat Reconquête. Et en cela, en faisant le choix de l'alternative réelle face à ce qui sera demain notre véritable adversaire politique et qu'il est d'ores et déjà. Ceux qui se disent aujourd'hui de gauche et qui verront s'opposer à travers nous la droite dite nationale. La droite nationale, c'est-à-dire celle qui défend la nation. Et si elle défend la nation, c'est-à-dire celle qui défend la synthèse et la concorde politique. Dire cette droite qui ne jouera pas le jeu d'Emmanuel Macron, qui a cherché et qui cherche encore à faire de la politique catégorielle. Exactement comme Jean-Luc Mélenchon fait aujourd'hui de la politique communautaire. Nous, dans notre programme, il n'y a pas d'opposition entre les Français des villes et les Français des champs. Il n'y a pas d'opposition entre les boomers et les jeunes. Il n'y a pas d'opposition entre les Français des métropoles et les Français de la France périphérique. Nous sommes le parti de la nation, et donc à ce titre, tous les Français doivent se retrouver dans la concorde nationale, et tout notre objectif, c'est justement, non pas d'alimenter et de surfer politiquement sur les fractures politiques qui existent. Bien sûr qu'il en existe des fractures politiques, bien sûr qu'il y a des fractures sociologiques et des fractures territoriales entre ce qu'on appelle les perdants et les gagnants de la mondialisation. Mais notre devoir en tant que responsable politique, ce n'est pas d'alimenter ces fractures, ce n'est pas de les exacerber, ce n'est même pas de les conforter politiquement dans les urnes, mais au contraire, c'est de les résorber, c'est de les soigner, c'est de les réduire pour que enfin demain, nous retrouvions cette capacité à mettre ensemble autour de la table ces Français qui aujourd'hui ne se parlent plus, ne se comprennent plus et qui ont pourtant un destin commun à retrouver face à la menace identitaire qui aujourd'hui s'avance vers nous. Et donc face à ce bloc islamo-gauchiste, nous n'avons pas peur de dire que oui, nous sommes dans un combat identitaire pour défendre bien la civilisation et répondre à ce déclin démographique qui est le nôtre. Face à ces projets socialistes, nous n'avons pas peur de dire que nous, oui, nous ne sommes pas des super-étatistes ou des socio-étatistes comme aujourd'hui nous en voyons partout, qui considèrent que le rôle de l'État eh bien, est d'être ruiné sous des dépenses sociales inconsidérées par le biais, tu l'as rappelé tout à l'heure, d'ailleurs Céline et Laurence, vous l'avez rappelé tout à l'heure, à la fois de l'immigration et de l'assistanat, et que l'État a pour nous un rôle à la fois régalien, de régulateur pour faire respecter la norme, d'aménagement du territoire bien sûr, un rôle stratège pour investir dans les secteurs essentiels, souverains, dans lesquels le privé ne peut investir immédiatement faute de rentabilité, un rôle de protection, oui, face à la concurrence, mais un rôle qui n'a pas vocation à être celui d'une espèce de machine bureaucratique, tentaculaire, réglementaire, qui se substituerait aux corps intermédiaires ou aux solidarités naturelles. Ils sont des progressistes, et bien face à cela, nous ne devons pas avoir peur de dire que oui, nous sommes des conservateurs, puisque leur progressisme à eux est devenu une forme d'anti-humanisme, dans lequel eh bien, l'économie de marché transforme l'humain en marchandise comme une autre. Solzhenitsyn disait que l'homme était passé en Occident d'un sujet de l'histoire à un copeau du progrès technique. Eh bien oui, nous sommes des conservateurs, c'est-à-dire que nous avons une certaine idée de la dignité humaine, une certaine idée de la filiation, une certaine idée de sa nature. Et donc la dignité implique qu'on ne commercialise pas l'homme ni ses produits, une certaine idée de sa nature qui fait que on n'alimente pas une confusion des sexes et au détriment, plutôt au bénéfice de la confusion des genres, et que l'on respecte l'idée de sa filiation
qui appelle avant tout la rencontre d'un père et d'une mère. Et enfin, ils sont dans ce bloc ce que je pourrais qualifier d'écolos totalitaires, c'est-à-dire qu'ils sont des politiques qui opposent le social et l'écologie aux libertés individuelles et la propriété privée. Eh bien, nous resterons inlassablement des défenseurs de la liberté dans la sobriété, car nous considérons qu'il y a un fil à trouver qui refuse à la fois la décroissance qui se ferait nécessairement au détriment de l'innovation, qui pourtant serait l'un des leviers qui nous permettrait justement de régler cette question écologique, tout en défendant eh bien, cette sobriété qui passera par le consommer et le produire local, les circuits courts, la limitation des gaspillages, la limitation de l'obsolescence programmée, la fin du consumérisme obsessionnel et compulsif, mais qui appelle aussi une autre vision de l'homme, qui est le refus de l'antispécisme, qui considère finalement que l'homme est un animal comme un autre, et qu'à ce titre, il n'a pas vocation à jouer un rôle ou à avoir une place particulière dans l'ordre naturel. Eh bien, c'est la grande différence philosophique fondamentale que nous avons aussi avec ce nouveau bloc de gauche, à savoir que nous considérons bien sûr que du fait de sa nature, de son intelligence, de sa conscience et de sa moralité, l'homme est au-dessus du reste de l'ordre naturel et qu'à ce titre, il ne peut être traité comme n'importe quel autre animal. Enfin, mes amis, puisque nous avons parlé de ce que nous sommes, j'ai parlé des adversaires qui sont les nôtres et ce clivage qui se dessine. Mais je crois qu'il faut avoir conscience que le pire adversaire qui se présente à nous est probablement le plus difficile à combattre, je l'ai dit au début de cette intervention, c'est le découragement, c'est la résignation, c'est le fatalisme. Et donc il va falloir une fois de plus aller réarmer les cœurs et expliquer que cette élection présidentielle n'était pas une parenthèse, mais était un début. Peut-être aussi rappeler que lorsque l'on est un patriote, on n'a pas le droit, au regard de notre histoire, de se laisser ainsi aller au découragement. Quand on sait le traumatisme qu'ont vécu les Français en 1870, quand on sait la saignée de 17, quand on se rappelle la défaite de 40, on imagine bien combien de fois nos ancêtres ont dû vivre dans des proportions bien plus terribles que la nôtre, cette tentation du découragement face à la défaite. Eh bien, je crois que quand on est français et quand on aime et on connaît son histoire de France, on est finalement obligé, contraint à l'espoir. Alors pas une espèce d'espoir béat et attentiste, mais un espoir d'action. Car les idées justes se renforcent justement à l'épreuve de l'action. Alors je vous enjoins chacun à agir pour convaincre, agir pour aller voter, agir pour faire voter, agir pour transformer le scénario de ces élections législatives et agir pour que, enfin, le 12 et le 19 juin prochain, commence une nouvelle histoire politique qui nous laisse enfin entrevoir la renaissance, la véritable celle-ci, qui sera celle de notre pays, de notre identité, de notre sécurité, de notre prospérité et, comme je vous le disais, de notre fraternité en tant que peuple qui a vécu 1000 ans et qui doit encore vivre 1000 ans. Je vous remercie pour votre écoute. La soirée va toucher à sa fin. Je crois qu'on va comporter l'avenir de notre pays et son amour. J'aimerais inviter les 12 candidats. Bravo Philippe, bravo. Le jour de gloire est arrivé.
Est-ce qu'on peut prendre la photo? C'est une belle famille là, hein, Marion. Avec les jeunes. Marion, Pardon. Bonne nouvelle. elle a ça depuis 2 ans. C'était où dans le À Jonquière. Ah oui, très Mes bien. parents, ma marraine.